pense que la première chose, c'est de bien s'entourer, que ce soit par notre famille, pas forcément nos parents proches, mais peut-être un oncle ou une tante en qui on va avoir confiance. Puis la deuxième chose, c'est vraiment d'essayer d'en parler, d'essayer de mettre des mots sur ce qui nous arrive et d'essayer de trouver un moyen d'expression, quel qu'il soit. Bonjour à toutes et à tous. Dans cet épisode, nous allons aborder un sujet crucial et toujours malheureusement d'actualité, le cyberharcèlement. Comment mieux appréhender ce phénomène pour le comprendre et pour le prévenir. Je m'appelle Benoît Lalou, moi je suis animateur en chargé de projet dans une organisation de jeunesse qui s'appelle Action Média Jeunes et on traite en fait depuis une quinzaine d'années maintenant le sujet du harcèlement mais surtout du cyberharcèlement puisqu'on est une OJ d'éducation aux médias. Donc on essaie de mieux comprendre en quoi les outils numériques et l'utilisation que les jeunes en font peuvent parfois entrer en jeu dans les dynamiques de harcèlement et de cyberharcèlement. Pour alimenter cette discussion, j'ai le plaisir d'être entouré aujourd'hui par Manuel Murillo. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu es psychologue, c'est juste ? C'est bien ça, psychothérapeute également. Ok, et responsable également d'une structure d'aide à la jeunesse ? Une structure d'aide à la jeunesse non mandatée de type AMO. Ok, donc ça veut dire quoi ? Action en milieu ouvert, donc on aide les jeunes de 0 à moins de 22 ans. Super, tu auras sans doute l'occasion de nous en dire un petit peu plus. Mais également à côté de toi, il y a Zoé Goffinon aujourd'hui. Bonjour Zoé. Bonjour. Tu es étudiante en éducation aux médias à l'UC Louvain actuellement. À nouveau, tu m'arrêtes si je me trompe. Mais également autrice d'un court-métrage sur le sujet du harcèlement et un peu en partie du cyberharcèlement aussi. Alors non, le court-métrage traite uniquement du harcèlement parce que il est inspiré de faits que moi j'ai vécu. J'ai seulement vécu du harcèlement, donc ça c'est limité en dehors des écrans. Donc ça traite pas du cyberharcèlement, mais je suis également spécialisée dans cette thématique-là parce que je donne des conférences. Je vous invite peut-être à rajouter, si vous voulez, avant qu'on entre dans le vif du sujet, un mot ou l'autre sur votre parcours et ce qui vous amène peut-être aujourd'hui à discuter de ce sujet. Comme je le disais, je suis psychologue, psychothérapeute. Je travaille et j'accompagne les jeunes et les familles sur des questions très diverses, mais la problématique et le phénomène du cyberharcèlement et du harcèlement sont inclus là-dedans. Et alors, effectivement, avec mon service d'aide à la jeunesse, c'est clairement une thématique qu'on est amené à aborder, sur laquelle on a des ressources, en tout cas à Bruxelles. Ok, merci. Effectivement, ça va être précieux pour la discussion. Zoé, tu veux rajouter quelque chose ? Mais j'ai 22 ans, donc moi je suis experte, si je peux dire ça comme ça, en la matière également parce que depuis 2018, je donne des conférences sur le harcèlement et le cyberharcèlement dans des écoles secondaires de Wallonie. Et en plus de ça, je suis donc, comme tu l'as dit, en éducation aux médias dans mes études et j'ai réalisé mon mémoire sur la thématique du cyberharcèlement en primaire. Donc le cyberharcèlement, déjà, on va peut-être poser le contexte, on en parle de plus en plus en fait dans les médias. De plus en plus d'ados et de jeunes enfants, en fait, ça peut démarrer assez tôt, parlent de plus en plus de soucis liés au harcèlement, puis au cyberharcèlement, puisqu'ils sont liés, on le verra aussi. Et ça devient un sujet de société. Donc de plus en plus de gens s'en emparent. Maintenant, il reste encore du boulot. Et entre autres au niveau des adultes qui sont parfois un peu perdus dans la manière dont ils pourraient accompagner les jeunes et les plus jeunes. Un chiffre juste pour se rendre compte un petit peu de l'ampleur que ça prend au niveau mondial, l'OMS, en fait, l'Organisation mondiale de la santé, a sorti une étude récemment qui dit qu'un jeune sur 6, en fait, est ou sera victime de cyberharcèlement dans sa vie. Donc voilà, c'est déjà un chiffre en tant que tel qui interpelle, mais aussi, il faut savoir que depuis quelques années, en fait, ce chiffre augmente de manière plus inquiétante, on va dire en tout cas plus significative qu'avant. Bon, évidemment, il y a eu, on en parle souvent, le confinement, etc. Ça a intensifié les usages numériques et donc forcément les risques de cyberharcèlement. Mais malgré ça, c'est quand même un chiffre qu'on doit prendre en compte. Manuel, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà ce qu'est vraiment le cyberharcèlement pour qu'on soit sûr de bien comprendre de quoi il s'agit ? Je vais me permettre un petit détour, comme tu l'as évoqué, par le harcèlement, parce que le harcèlement scolaire classique, évidemment, est en lien avec le cyberharcèlement. Quand on se penche sur une définition du harcèlement classique, on remarque que déjà, il n'y a pas vraiment un consensus autour de la définition. Alors, il y a quand même 3 aspects qui font consensus lorsqu'on regarde toutes les définitions autour du harcèlement classique. La première, c'est qu'il y a une répétition d'actions négatives qui sont effectuées à une certaine échelle de durée de temps. Donc, il y a répétition et une durée de temps. Ensuite, on remarque un autre consensus autour de la disproportion des forces entre les personnes qui sont la personne ou les personnes qui sont les harceleurs et là où les victimes. Donc là, il y a clairement ça. Et en lien avec ce deuxième élément qui fait consensus, il y a effectivement la difficulté pour la victime de s'en sortir seule face à ça. Après, on remarque qu'il y a toute une série d'autres points qui sont moins évidents, comme notamment quel rôle attribuer au groupe ou à l'individu dans
la constitution du harcèlement. Ou encore, on entend souvent, est-ce qu'il y a des profils types d'intimidateurs? Est-ce qu'il y a des profils types de victimes? Est-ce qu'il y a des contextes qui favorisent l'apparition du harcèlement? Toutes ces questions-là sont intéressantes, mais on remarque qu'elles ne font pas consensus. La question de l'intention également est un sujet. Maintenant, si on regarde du côté du cyberharcèlement, là, on pourrait dire que le cyberharcèlement inclut toute forme de cyberviolence qui passe à travers le médium des technologies numériques. Et donc, dans ça, on peut inclure les messages désobligeants, les messages menaçants, les échanges de vidéos, l'extorsion de vidéos et l'envoi sans consentement de ces vidéos. La même chose pour les images. En réalité, dans tout ce qu'on va considérer comme cyberharcèlement, il y a une multitude de formes. Alors quand on se penche quand même sur une envie de définir ce phénomène, je crois qu'il y a 4 points qui sont importants de souligner. Le premier point, c'est un peu comme le harcèlement classique. Il y a une action ou des actions négatives qui sont effectuées et qui s'inscrivent dans une relation asymétrique. Une relation asymétrique, comme je le disais tout à l'heure, les harceleurs ou l'harceleur a une certaine disproportion de force par rapport à la victime et il est difficile, vraiment très difficile pour la victime de se défendre par elle-même. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'absence de face à face et ça, c'est vraiment particulier par rapport au harcèlement classique parce qu'il y a dans cette dimension du cyberspace toujours un écran finalement entre les harceleurs ou l'harceleur et la victime. Et ça change quand même les règles du jeu. Dans certains cas de figure, il arrive même qu'il y ait un anonymat, ce qui n'est pas le cas dans le harcèlement classique parce qu'évidemment, on connaît souvent nos harceleurs, on les voit jour après jour et ils réitèrent leurs méfaits. Et donc là, c'est vraiment différent. On découle sur un troisième aspect qui est en lien avec le second, c'est un défaut d'empathie. Forcément, plus on est loin des victimes, au moins on les a en face de nous, au plus on va avoir tendance à pouvoir porter des actes négatifs. Il y a un grand nombre d'études en psychologie qui ont démontré ce phénomène. Et le cyberharcèlement est caractérisé par ça. Et donc, on parle souvent d'un effet cockpit, un peu comme un pilote de chasse qui serait dans son cockpit d'avion de chasse et qui enverrait des missiles, et se rendrait pas compte, en réalité, de où ces missiles iraient atterrir et ni même des émotions qu'ils pourraient provoquer dans les victimes. Et c'est un peu la même chose dans le cyberharcèlement. Et enfin, un quatrième aspect que je nommerais l'aspect du morcellement et de la démultiplication des rôles. En tenant compte de ces 4 aspects que je viens d'évoquer, je pense que l'élément central, c'est quand même celui de considérer la souffrance de la victime pour considérer qu'on est vraiment dans quelque chose qu'on pourrait définir de cyberharcèlement. Merci beaucoup, tu as déjà très bien résumé maintenant ce que tu as dit et déjà que tu le disais toi-même, assez complexe, pas toujours évident à comprendre, surtout quand on ne vit pas, quand on n'est pas au cœur de cette dynamique et je pense évidemment particulièrement ici aux adultes qui sont parfois un peu démunis, je le disais, face à ces réalités vécues par des jeunes, que ce soit des parents, des profs, des encadrants jeunesse. Je me tourne vers Zoé naturellement pour voir un petit peu si de ton côté, toi qui as vécu en fait de près ces situations et qui l'a sans doute observé chez d'autres personnes, chez des amis peut-être, qu'est-ce qu'on ressent en fait, par quoi est-ce qu'on passe quand on se retrouve dans ce genre de dynamique? Moi, ça a duré pendant 4 ans, donc ma première à ma 4e secondaire. En fait, moi, c'était un peu particulier comme situation parce que c'était jamais les mêmes personnes qui s'en prenaient à moi. Donc ça, c'est un phénomène qu'on retrouve assez souvent parce que dès qu'une personne s'en prenait à moi et que j'allais m'en plaindre auprès des éducateurs, des professeurs, une autre personne reprenait le flambeau et s'en reprenait à moi, etc. Et donc c'était souvent des personnes qui tournaient comme ça. Et donc, je pense que l'émotion qu'on traverse, et qui est la plus forte en tout cas, qui l'a été pour moi, c'est vraiment la culpabilité. Parce qu'en fait, on s'attaque tellement à nous qu'on a l'impression que c'est nous le problème et que on est coupable de ce qui nous arrive et que c'est de notre faute. Et donc, c'est vraiment cette émotion-là qu'il faut réussir à dépasser. Et je pense que le plus dur, c'est d'accepter qu'on vit quelque chose de pas chouette et de vouloir en parler aux autres et se confier. C'est ça qui est compliqué aussi, parce qu'il faut savoir sortir de cette position de coupable pour pouvoir se dire ah ok, c'est peut-être les autres le problème et pas forcément moi. Et donc moi, c'est en tout cas la première émotion que j'ai vécue et c'est par là que je suis surtout passée. Je pense que j'ai eu cette chance là aussi que ça puisse se limiter uniquement à ce qui se passait dans la cour de récréation parce que j'avais du répit quand je rentrais chez moi. Voilà, malheureusement maintenant avec l'amplification des réseaux sociaux, etc., les jeunes ont parfois plus ce temps de respiration chez eux parce que le téléphone, on l'a tout le temps avec nous. Donc ça peut être quand on va se laver, quand on va aux toilettes, quand on est dans notre lit. Constamment, on a ces personnes qui viennent nous embêter. Et donc, la culpabilité, comme je disais, c'est vraiment une émotion que j'ai vraiment beaucoup ressentie. Mais c'est aussi beaucoup de peur, parce que du coup, je voulais plus aller à l'école. Bien que je suis une personne qui aime apprendre et qui avait vraiment ce goût d'évoluer dans les différentes matières, mais on développe une espèce de phobie scolaire. On n'a plus envie, en fait, d'aller dans ce lieu qui représente un lieu de souffrance pour nous. Et en plus de ça, on a aussi cette peur que toutes les personnes autour de nous soient des potentiels harceleurs et harceleuses.
Même les personnes qui vont venir vers nous de manière gentille, qui vont peut-être vouloir venir nous soutenir, on va avoir l'impression qu'elles se moquent de nous et qu'elles veulent peut-être nous nuire ou essayer de venir rentrer dans notre intimité en essayant de venir titiller notre émotivité. Alors une dernière peut-être émotion par laquelle je suis passée, c'est la colère, parce que une fois que j'ai accepté que ok en fait je me faisais harceler, c'est cette colère que quand j'en ai parlé à mes parents, tout de suite eux ont compris, tout de suite ils ont pu m'accompagner, j'ai été suivie psychologiquement, etc. Mais l'école, elle, n'a rien fait. Les adultes de l'école, donc les enseignants, les éducateurs, mais même la direction, on a été les voir avec mes parents et rien n'a bougé. Et donc ça, c'est vraiment cette frustration et cette colère qui grandissait en moi, parce que du coup, la seule solution qui s'est présentée à moi, c'était de changer d'école. Alors que j'étais attachée à cette école parce que les cours me plaisaient, les options que j'avais choisies me plaisaient, il y avait des personnes que j'avais pas forcément envie de perdre de vue non plus. Et donc malheureusement, pour moi, c'était un peu la seule solution qui s'est présentée à moi. Et heureusement, ça a été la bonne solution puisque ça ne s'est plus reproduit après, mais c'est pas toujours le cas non plus. Ok, merci beaucoup. Tu as évoqué évidemment des sentiments très forts, hein, donc culpabilité, colère. Pour ne pas justement en arriver là, quel conseil est-ce que tu pourrais donner en fait aux jeunes aujourd'hui et aux moins jeunes d'ailleurs pour essayer de prévenir en fait un peu ces situations et qui pourraient éventuellement éviter d'en arriver à traverser en fait ce que toi tu as traversé? Je pense que la première chose, c'est de bien s'entourer, que ce soit par notre famille, par nos parents, etc. Ou même parfois, c'est pas forcément nos parents proches, mais peut-être un oncle ou une tante en qui on va avoir confiance et en qui on va pouvoir oser se confier si on rencontre des soucis dans notre vie. Puis la deuxième chose, c'est vraiment d'essayer d'en parler, d'essayer de mettre des mots sur ce qui nous arrive et d'essayer de trouver un moyen d'expression, quel qu'il soit. Moi, pour vous donner un exemple, ça a été l'écriture. Donc, dès que ça allait pas bien, que par exemple, qu'il y avait une fille dans la classe qui m'insultait, je notais juste, ok, elle m'a dit ça, il s'est passé ci, ça, ça. Et donc, au final, j'avais plein de textes, plein d'éléments clés que j'avais vécu à l'école, et ça aussi me rapportait, dans une certaine mesure, des preuves, juste pour expliquer à mes parents, ok, voilà, aujourd'hui, c'est passé ça, ça, ça à l'école. Et au final, moi, j'ai pu utiliser tous ces textes pour ensuite en écrire un court-métrage. Mais donc, ça peut être n'importe quel moyen, ça peut être le chant, ça peut être la danse, ça peut être un sport, peu importe, mais essayer de trouver un moyen juste d'exclure tout ce qu'on a en nous, de libérer tout ce poids qu'on porte en nous et toute cette culpabilité aussi. Une question moi qui me traverse depuis quelques années, c'est la question justement des harceleurs harceleuses et comment on devient en fait harceleur harceleuse. Quelles sont les situations qui expliquent, parce que j'ai l'impression que c'est aussi une porte d'entrée possible, hein, c'est rarement celle à laquelle on pense en premier lieu, mais c'est une des portes d'entrée possibles pour prévenir le cyberharcèlement. C'est en fait de se poser la question de comment repérer des signes chez les jeunes qui pourraient se mettre dans cette position-là. Manuel, toi, est-ce que tu as été traversé par ces mêmes questions-là et est-ce que tu as déjà des éléments de réponse par rapport à ça? Alors c'est une question très intéressante, très importante. C'est une question sur laquelle il y a pas une réponse claire, effectivement. Il y a certaines études qui ont porté là-dessus, listé toute une série de comportements qui permettraient de détecter l'un ou l'autre profil qui serait plus sensible à être des intimidateurs. Mais comme je le disais au départ, se lancer uniquement là-dessus, c'est peut-être ôter une partie de la réflexion, qui serait celle aussi du contexte dans lequel l'école se trouve, de comprendre en fait l'environnement et le climat scolaire dans lequel s'effectuent ces choses-là. Donc je pense qu'il y a à la fois une compréhension et un regard à porter sur effectivement la partie profil, mais également la partie contexte doit être tenue en compte. Et peut-être pour répondre à ça, je crois que ce que les établissements scolaires ou les lieux tout simplement où les jeunes fréquentent, comme des clubs sportifs, des associations de jeunesse, doivent faire, c'est probablement faire un travail d'état des lieux, de monitorage périodique finalement de la situation, faire des photographies de comment ça se passe en questionnant les jeunes, en faisant des enquêtes tout simplement. Ça permet vraiment de mieux saisir quelles sont les difficultés et donc proposer une prévention davantage appropriée au contexte, à la situation et au profil qui se trouve dans l'école. Ça m'évoque certaines expériences auxquelles j'ai eu la chance de participer dans certaines écoles, la mise en place de climat justement. Tu parles de contexte a priori en fait pour éviter d'en arriver là. Ça m'évoque un projet en particulier en fait où ils avaient installé 2 groupes de parole. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà pu observer à gauche à droite, mais en fait en termes de prévention, je trouve ça assez puissant d'instaurer des groupes de parole réguliers au sein des classes, au sein des groupes de jeunes pour prévenir vraiment que si à un moment il y a un ou une jeune qui traverse ce genre de problème, qu'elle se sente légitime de parler en fait. Et pour ça évidemment ça nécessite aussi de définir à l'avance les gens vers lesquels se tourner. Il faut instaurer un climat de confiance entre nous. Aussi peut-être poser un cadre clair. Moi c'est toujours quelque chose que j'essaie de faire avec les jeunes, c'est de définir les règles ensemble en fait. Et je me dis que si ces règles sont définies ensemble, elles seront mieux acceptées. Donc on définit les règles, on définit les sanctions également. Et comme ça, plus le cadre est clair, plus s'il est dépassé, ça va être accepté et ça va être constructif en fait. Et alors évidemment mais Zoé tu en as déjà parlé, Emmanuel aussi je pense, mais pour moi c'est vraiment le mot-clé du travail de prévention, c'est le développement de l'empathie. Ça me paraît être aussi vraiment la clé essentielle pour lutter contre ces phénomènes, quoi.
Vous avez sans doute remarqué qu'on n'a pas encore beaucoup en tout cas, parlé des espaces numériques. Nous, en fait, à Dessein, à nouveau, chez Action Média Jeunes, on a tendance à ne pas appuyer sur les espaces numériques parce que ça, on le sait de plus en plus aussi parce que les études le montrent. Tu m'arrêtes à nouveau, Manu, si je me trompe, mais les espaces numériques sont en fait un lieu de socialisation essentiel pour les adolescents en particulier. Et donc, les couper entièrement de ces lieux serait une vraie erreur et en fait causerait plus de problèmes que ça ne les résolverait. Mais ici, peut-être que ce serait le moment de passer, quand la situation de cyberharcèlement, voilà, malheureusement, est en place. Il y a aussi des choses qu'on peut faire, heureusement, à ce moment-là, pour aider les personnes qui en sont victimes. Zoé, tu as déjà évoqué pas mal de pistes, mais Manuel, est-ce que toi, peut-être avec ta casquette plus de psychothérapeute et de responsable de structure d'aide à la jeunesse, est-ce qu'il y a des choses que toi, tu as développées, peut-être testées, et desquelles tu pourrais nous parler maintenant? Oui, effectivement. Donc, il y a des choses que Zoé a déjà évoquées par son vécu, mais je pense que le mot d'ordre reste celui de sortir de l'isolement, hein, de sortir de cette espèce de coquille dans laquelle on peut se retrouver quand on est victime. Et puis, je dirais qu'il y a 5 points d'attention. Le premier concerne plus la victime vraiment dans son intérieur et qu'elle parvienne à sortir de cette, ce qu'on pourrait appeler ce questionnement en pourquoi. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Est-ce que je suis coupable? Un peu comme tu le disais, Zoé, parce qu'effectivement, il n'y a pas de réponse à apporter à ces questions-là. Personne n'est coupable de ce genre de situation et personne n'a à subir ce genre de situation. Et donc, c'est inviter la personne à basculer dans du comment trouver des solutions, comment sortir de cet isolement et donc traverser aussi, évidemment, toutes des émotions comme celles que tu as évoquées, Zoé, et toutes, en plus de ces émotions, toutes des croyances et des pensées qui seraient du style je ne vais pas en parler parce que ça va aggraver la situation. Si j'en parle, je serai perçu comme une balance, j'ai honte. Enfin, voilà. Donc, il y a toutes des émotions, mais qui se raccrochent à des pensées qui sont très fortes. Il faut arriver à les dépasser. Donc, ça, c'est le premier aspect. Après, sur le plan plus pratique, c'est très pragmatique, mais il faut que la victime pense à constituer une sorte de dossier avec tout ce qui documenterait et permettrait de documenter tout ce qu'elle vit pour tout simplement donner des éléments concrets à ce qu'elle vit. Et si elle souhaite porter plainte plus tard, ça serait très utile. Évidemment, bloquer les harceleurs sur les différentes plateformes, c'est possible. Il y a vraiment la possibilité de le faire. Reconfigurer, reparamétrer tous ces aspects de confidentialité également. Signaler, c'est possible de le signaler aussi sur un certain nombre de plateformes. Donc ça, c'est les aspects plus pratiques auxquels on pense peut-être pas parce qu'on est vraiment dans une situation pas évidente à ce moment-là. Ensuite, le troisième aspect, c'est chercher un lieu de confiance. Ça peut être une personne, ça peut être une association de jeunesse, ça peut être une AMO comme celle que je dirige, ça peut être des pairs, comme tu le disais, ça peut être au sein de l'école. Voilà, c'est vraiment aller chercher des lieux de confiance pour pouvoir s'exprimer. Ensuite, il y a l'aspect qui intervient plus après, une fois que le cyberharcèlement ou le harcèlement est stoppé, c'est préserver sa santé mentale. Et là, c'est typiquement travailler sur les conséquences qu'a provoqué le harcèlement ou le cyberharcèlement. Zoé, tu parlais de phobie scolaire, phobie sociale, c'est des conséquences. On peut avoir de la dépression, on peut avoir des pensées suicidaires, on peut avoir toute une série, même des passages à l'acte, malheureusement, toute une série de conséquences. Et ça, on peut aller voir un professionnel, un psychologue ou un professionnel qui est formé sur ces questions. Et enfin, un dernier point, c'est l'aspect légal. On peut porter plainte. Le harcèlement, le cyberharcèlement, c'est pas OK au niveau légal. Et donc, il y a des lois qui existent et on a cette possibilité-là, quoi. Donc ça, je pense que c'est des choses importantes à avoir en tête. Moi, je rajouterais éventuellement, parce que c'est quelque chose qu'on dit souvent en fin d'animation. Tu le soulignes assez bien, Zoé, c'est pas évident en fait de parler, même quand on a défini les personnes de confiance, quand on est vraiment dedans. J'imagine bien en tout cas que ça doit pas être évident et pas toujours évident de parler non plus tout court. Donc il existe, il faut quand même le dire, des numéros en fait gratuits et anonymes. Je pense au 103 Écoute Enfant, mais je pense aussi au 116 000 de Child Focus, qui sont des services en fait qui sont quasi disponibles. En tout cas, celui de Child Focus 24 heures sur 24. Child Focus a mis en place également un chat avec le Cyber Squad qui quelques heures par jour permet de juste laisser un message en fait. Et de l'autre côté, vous avez des personnes formées, des professionnels de la santé et de la santé mentale, comme tu disais, Manuel. C'est important une fois qu'on voit les premiers signes, parce que là on parle beaucoup de après, comment est-ce qu'on peut faire pour se construire, c'est très important, mais évidemment l'idéal c'est que la situation n'arrive pas. Merci beaucoup, Zoé et Emmanuel, d'avoir été là aujourd'hui pour éclairer un petit peu le chemin. J'espère que cet épisode pourra aider des personnes qui en ont besoin. N'oubliez pas de nous suivre et de vous abonner pour ne rater aucun épisode. À bientôt et merci.